Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, good morning, good Mesdames, afternoon. Messieurs, bonjour, bon après-midi. Ça dépend d'où vous vous trouvez aujourd'hui pour nous rejoindre. Bienvenue à tous. Avant de commencer ce webinaire, je voudrais vous rappeler que les deux langues de travail sont anglais et français et que vous avez l'interprétation dans les deux langues. Vous pouvez choisir l'interprétation en bas de votre écran Zoom et choisir la langue préférée. Je vous invite également de regarder de temps à autre les messages dans le chat si jamais il y a des annonces de notre équipe technique. J'ai l'honneur aujourd'hui de faciliter ce webinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sabina Colombo et je suis chargée à la tête de l'unité pour les partenariats de la société civile au sein de l'UNESCO. Mon unité coordonne les réseaux des partenaires et des fondations officielles des ONG et d'autres avec qui nous avons des relations officielles et nous aidons également à construire des partenariats et à s'engager avec la société civile. Le premier d'une série intitulée Comment s'engager aux côtés de l'UNESCO, que nous avons pensé à l'intention des ONG et des fondations en relation officielle avec l'UNESCO, afin de les informer et de les mobiliser davantage autour de programmes phares et de priorités de l'organisation. Le webinaire d'aujourd'hui a, quant à lui, été organisé avec l'implication active de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO et la coopération du comité de liaison ONG-UNESCO, que je remercie. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre webinaire et j'ai l'immense plaisir de donner la parole pour la première fois à M. Julien Pelot, directeur de la division des partenariats de l'UNESCO. Julien, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci, Sabina. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. It's a great pleasure. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir tous à ce webinaire qui s'appelle la décennie de l'océan, catalyser le soutien et l'engagement. Je parle en particulier aux représentants de nos partenaires ONG, des fondations qui ont des relations officielles avec l'UNESCO. C'est la première fois que je m'adresse à vous. Je reconnais également la présence de beaucoup de scientifiques, universitaires, des centres maritimes, de partout dans le monde, des membres également du réseau du COI. Notre organisation est fière aujourd'hui de voir que tellement de membres de la société civile soient présents ici aujourd'hui, des Amériques à l'Asie en passant par le Pacifique. L'UNESCO a beaucoup de chance de pouvoir compter sur votre détermination de travailler à nos côtés. Vous savez peut-être que j'ai été choisi comme directeur de la division des partenariats au sein de la planification stratégique que très récemment. J'ai un rôle à jouer. Nous voulons promouvoir au sein de ma division l'environnement pour une coopération avec le monde de l'extérieur pour également forger des coalitions et des alliances multiples avec des parties prenantes. Nous sommes ici pour essayer de travailler en ce qui concerne les ressources financières et non financières. Nous faisons par exemple de la sensibilisation sur le terrain et partout. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a de moins en moins de financement, il y a de moins en moins de détermination politique, mais nous sommes là pour vous soutenir dans vos travaux. Et j'ai déjà eu des discussions très utiles avec M. David Grosso, qui travaille au sein de l'UNESCO, ainsi qu'avec Sabina. Et j'attends avec impatience de pouvoir travailler avec vous dans les semaines et les mois à venir. Le webinaire s'inscrit justement dans une volonté d'un engagement renforcé avec la société civile autour d'initiatives phares de l'UNESCO, dans une optique qui donne à toutes et à tous la possibilité de s'engager, quel que soit leur champ de compétences ou leur type d'action. La décennie de l'océan est un exemple type d'un défi que l'UNESCO ne peut pas relever seule et est donc extrêmement pertinente pour notre premier webinaire aujourd'hui.
Nous avons besoin de partenariats solides, d'une coalition dynamique au niveau régional, national, local, pour réussir les objectifs qui nous nous sommes fixés pour un océan plus durable. L'UNESCO se positionne en plateforme pour créer et renforcer ces partenariats, pour contribuer notre expertise technique, nos idées, notre réseau et notre rôle unique au plan international. C'est également une opportunité de lier deux communautés, celle des ONG partenaires et fondations et celle des alliés déjà engagés autour de cette décennie avec la Commission océanographique internationale. Donc, bienvenue à tous. J'ai hâte d'en apprendre plus moi-même sur la décennie et je vous souhaite à toutes et à tous un très plaisant webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Je donne maintenant la parole à M. Davide Grosso, président de la Conférence internationale des ONG et du comité de liaison ONG-UNESCO. Cher Davide, tu as la parole. Merci, merci Sabina et merci cher Julien, merci beaucoup pour cette introduction et pour rappeler les liens étroits entre l'UNESCO et les ONG. C'est vraiment très important. Dear colleagues, chers ONG, during this mandate, chers collègues et chers collègues des ONG, nous avons, pendant cette décennie, mis en tant que première priorité notre engagement. Et c'est parce que nous sommes fermement convaincus que la puissance d'une communauté se trouve parmi ses acteurs. Et avec ceci en tête, nous avons mis en place plusieurs activités qui vont donner une possibilité d'agir aux ONG pour complètement relâcher tout leur pouvoir. J'étais absolument ravie lorsque j'ai entendu qu'il y allait avoir une série de webinaires qui se concentrerait sur les objectifs de l'UNESCO et basés sur un engagement plus concret, plus efficace de la part des ONG. Et lorsque l'UNESCO appelle, les ONG répondent toujours présentes. Et cette fois-ci, cela a été la même chose. Lorsque nous avons commencé à discuter de la possibilité de tenir ce webinaire, nous avons fait un petit sondage parmi les partenaires ONG de l'UNESCO et nous leur avons demandé ce qu'ils faisaient déjà dans ce domaine. Et grâce à ce petit exercice, nous avons appris l'existence de plusieurs initiatives excellentes par l'Association internationale de l'art, par exemple, ou la campagne Living Earth de la CCIS. Ceci étaient des actions locales qui ont été mises en œuvre par des organismes caritatifs. Et il y avait d'autres qui ont été invités ici aujourd'hui pour vous faire une présentation. La décennie de l'océan est un effort colossal pour essayer de renforcer la coopération pour sauver notre planète. Il s'agit de la sauvegarde des océans et de connaître ce qu'il y a à savoir sur les océans et donc de sauver ce que nous sommes sur cette planète. Et ce sont ces défis que les ONG partout dans le monde essayent de soulever et ce sont leurs activités qui marchent dans ce sens partout dans le monde. Il y a des activités de suivi de la résilience écologique et chaque action compte. J'espère que beaucoup d'entre vous vont être inspirés aujourd'hui et vont essayer de faire la même chose. Nous sommes tous impliqués, nous avons tous un rôle à jouer, nous formons tous une partie de la solution. Et je voudrais terminer en disant, cher Julien, chère Sabina, merci beaucoup d'avoir lancé ce processus. Merci également aux collègues du COI, les collègues des différentes ONG, de Ocean Generation, Under the Pole and ICOMOS, d'avoir accepté de partager leur expérience avec nous aujourd'hui et j'attends avec impatience d'écouter ce qu'ils ont à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David, pour ces remarques. Je suis certaine que notre coopération avec le comité de liaison sera encore plus renforcée par cette initiative et je remercie le comité encore pour son précieux appui. Ladies and gentlemen,
Mesdames et messieurs, après ces remarques d'introduction, nous allons maintenant nous lancer dans le vif du sujet. Nous allons parler de l'engagement des ONG et les fondations dans la décennie de l'océan. Nous avons été chargés de mener cette mise en œuvre et nous travaillons avec beaucoup de parties prenantes, certaines qui sont avec nous aujourd'hui. Comme vous l'avez probablement vu dans le programme, nous allons maintenant vous montrer une petite vidéo de 2 minutes et ensuite nous allons écouter notre orateur principal et ensuite nous allons écouter des partages d'expériences des ONG. Je demande maintenant à mes collègues de vous montrer cette première vidéo et je vous souhaite une très bonne vidéo. Les 10 années à venir vont être cruciales pour la vie sur notre planète telle que nous la connaissons. Le changement climatique, des pénuries alimentaires, des épidémies, des désastres, des crises économiques, le chômage. Alors, la bonne nouvelle, nous savons qu'il existe des solutions communes pour résoudre ces défis. Notre océan est unique et partagé. D'ici 2030, ça va devenir notre 7e économie. C'est l'océan qui fait vivre plus de 3 milliards de personnes. Mais est-ce que nous connaissons tout ce que notre océan a à nous offrir? Pour atteindre les objectifs jusqu'à 2030, le United Nations Commission for Sustainable Development fait tout possible pour essayer d'utiliser la science pour avoir l'avenir que nous voulons. Êtes-vous prêts à nous joindre? Pour plus d'informations, www.oceandecade.org. Alors, chers partenaires, nous allons maintenant passer à notre présentation principale qui sera donnée par Monsieur Barbière, Julien Barbière. Monsieur Barbière est en tête de la section de coordination régionale et de la politique maritime et il coordonne cette décennie de l'océan. Julien, s'il vous plaît, merci beaucoup. Et merci aux collègues de m'avoir invité à parler avec vous aujourd'hui. C'est vrai que l'océan est important pour nous et des fois important dans des manières que nous ignorons. Et j'espère que je vais pouvoir vous parler, vous donner des informations concernant cette décennie. Et même si vous n'êtes pas impliqué directement dans tout ce qui a trait aux océans, vous allez trouver que c'est un travail extrêmement important et vous allez donc vouloir y contribuer. Nous travaillons avec le COI, avec des autres unités au sein de l'ONU et avec tous ceux qui tiennent l'océan à cœur. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Pourquoi avons-nous cette décennie de l'océan? Cette très courte vidéo nous a montré que les océans sont un système de biodiversité qui est crucial, mais en même temps, je crois que ces systèmes représentent les écosystèmes qui sont les plus exploités autour du monde. Si nous regardons, par exemple, il n'y a que 4%, par exemple, dans les zones côtières, nous attrapons la plupart de nos poissons et nous avons 4% du monde qui habite. Alors que nous parlons des palétuviers ou d'autres écosystèmes, nous en avons perdu beaucoup. L'avenir est un peu noir, surtout d'après les rapports que nous entendons de plusieurs organisations. Mais tout d'abord, il nous faut vouloir changer à l'avenir. Et une façon de faire, c'est de travailler avec les ODD qui ont été fixés en 2015 et qui ont identifié l'océan comme étant un de ces objectifs.
Il faut penser à l'océan beaucoup plus dans les forums internationaux, dans la convention ou la convention cadre pour le changement climatique ou les commissions sur la biodiversité, où il existe des projets pour essayer d'impliquer à peu près 30% des États qui vivent à côté d'un océan d'ici 2030. Donc ça, c'est important, mais en même temps, tout ce qui est scientifique est important également. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas en ce qui concerne l'océan, la biodiversité, les interactions avec le climat, avec d'autres processus atmosphériques. Et nous n'avons pas assez d'investissement dans la recherche sur l'océan. Il n'y a qu'à peu près 2% des ressources nationales financières qui vont vers la recherche océanographique. C'est tout à fait insuffisant. Donc, cette décennie provient de l'idée que nous avons besoin d'un plan global pour améliorer notre connaissance, pour renforcer la capacité des parties prenantes au niveau international. Pas tous les pays peuvent faire la même chose d'un point de vue scientifique, mais nous avons également tous ceux qui vont utiliser ou générer cette connaissance peuvent faire quelque chose d'actif. Nous avons besoin des connaissances, mais il faut que ces connaissances se concrétisent pour résoudre les problèmes. La diagnostic ne suffit pas, il faut trouver des solutions. Et ceci implique une modification dans notre façon de faire. Si nous voulons trouver ces solutions, il faut que nous travaillions main dans la main avec les industries, avec les philanthropes, avec la société civile, avec les scientifiques pour essayer de faire en sorte que la science se concrétise en action. Donc, ceci était la base de notre idée qui sous-tend cette décennie de l'océan. Alors, nous avons commencé avec le COI, Commission océanographique intergouvernementale. C'est une commission ici à l'UNESCO. Il y a plus de 150 membres et c'est au cœur des Nations Unies pour tout ce qui concerne les océans au niveau international. Et ceci nous provient de cette dichotomie que nous avons déjà vue. Nous avons les ONG, nous avons les décideurs, mais nous avons besoin d'une initiative majeure scientifique et c'est à ce moment-là, lorsque nous l'avons réalisé, que nous avons lancé un processus de 2 ans avec beaucoup de consultations à travers le monde, des ateliers régionaux, avec des études sur 11 bassins océanographiques à travers le monde. Nous avons parlé avec des industriels, avec des décideurs, pour essayer de mieux identifier les problèmes. Et ceci nous a aidé à formaliser notre plan pour la décennie, qui est la carte de route, la feuille de route, et qui a été présentée devant l'Assemblée générale en 2020, et la décennie a été lancée le 1er janvier 2021. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ce que je voudrais réellement partager ici, c'est que cette décennie de l'océan n'est rien d'autre qu'un cadre d'action. Un cadre où nous allons pouvoir livrer des solutions scientifiques, des solutions durables. Pour ce faire, nous avons besoin d'une structure bien organisée et c'est pour cette raison-là que nous avons identifié 10 défis qui portent sur l'océan et ce sont les besoins dont nous avons, les besoins prioritaires. Il faut absolument trouver des solutions. C'est un cadre qui est souple, bien sûr, qui est évolutif, mais ceci devrait donner aux communautés internationales au moins une idée de comment se lancer dans de différentes actions. Vous avez des différents défis qui portent sur des domaines différents. Nous parlons de la pollution maritime, la restauration et la protection des écosystèmes, le renforcement de la capacité de l'océan pour fournir des aliments durables. Il faut trouver une économie durable des océans et en même temps, nous avons 3 autres défis qui portent sur les problèmes d'infrastructure. Si nous voulons avoir des solutions et pour ces 5 premiers problèmes, eh bien, il va nous falloir des systèmes d'observation océanographique. Nous devons avoir un mécanisme pour réduire les catastrophes naturelles. Il faut travailler en synergie
Ça pourrait être extrêmement important et il faudrait un meilleur accès aux données océanographiques. Il faut pouvoir livrer ces informations, les trouver et les utiliser. Souvent, il y a des données qui existent, mais qui sont cachées dans des bases de données. Il faudrait que tout ceci soit ouvert pour notre système global. Ensuite, nous avons deux autres défis qui sont très importants. Pour ce qui est du développement de la capacité, le renforcement de l'efficacité, les parties prenantes qui ont les capacités de pouvoir générer et utiliser les connaissances pour que tout ceci se concrétise dans des actions et un changement de mentalité. Donc, ces 10 défis au sujet de l'océan, c'est la façon dont on réussit à stimuler la communauté internationale. Nous mettons en œuvre des projets ainsi que des contributions. Nous lançons des appels à contributions environ tous les 6 mois. Nous organisons donc un appel à action et j'en dirai un mot. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comme vous le pouvez voir, ce premier appel qui a été lancé à la fin de l'année 2020 était ouvert pour pouvoir traiter ces 10 défis et cela a généré énormément d'intérêt. Nous avons reçu plus de 100 propositions, ce qui a représenté beaucoup de travail pour le secrétariat puisque nous avons dû passer en revue chacune de ces propositions et vraiment nous assurer que ces propositions soient alignées avec les critères de la décennie. Il s'agit vraiment d'actions qui doivent être de l'ordre de la transformation. Il faut avoir une approche de co-conception. Cela a donc mené à des programmes sur l'observation de l'océan, sur la prévision, la modélisation, la cartographie, donc des questions scientifiques tout à fait pointues, mais il y a également eu beaucoup d'intérêt chez la communauté du patrimoine culturel subaquatique et mes collègues en parlera. Et c'est très important. Il faut également souligner cette dimension-là de l'océan en termes donc d'atouts culturels et de protection. Nous avons reçu également des propositions pour des programmes régionaux et transversaux et qui ont été donc soutenus au début de l'année 2021. Et le deuxième appel à projet a été un petit peu différent en fait. Nous avons commencé à avoir un bon aperçu de ce qui se passait et nous voulions que ces appels puissent recevoir des propositions là où il y avait des lacunes au niveau des défis pour la décennie de l'océan. Donc nous avons reçu environ 38 soumissions de la part de 13 pays et cela a mené à 134 soumissions de projets de la part de 29 pays. Voilà le travail que nous menons. Tout cela s'est achevé à la fin du mois d'août. On s'est concentré sur l'alimentation bleue et l'économie durable, l'économie de l'océan donc. Et nous sommes en train d'évaluer d'autres projets à l'heure actuelle. Ce que je veux dire, c'est qu'avec ce type de mécanisme, eh bien, il pourrait s'agir d'une campagne plus vaste pour sauver nos océans, pour augmenter la connaissance et pour susciter l'adhésion aux actions en faveur de l'océan. Ce que nous voyons, c'est le rôle des ONG, un rôle absolument essentiel, notamment de la part des parties prenantes. Donc, voilà comment nous organisons cette décennie. Vous voyez qu'il y a des points d'entrée pour les ONG et également pour les fondations pour qu'elles puissent soutenir ce travail. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà comment s'organise la coordination de la décennie. Nous avons une unité de coordination de la décennie basée à Paris au siège de l'UNESCO, mais nous travaillons également de façon décentralisée. Et nous mobilisons d'autres organisations pour qu'elles nous aident à la mise en œuvre et à la coordination de la décennie. C'est ce qu'on appelle les centres de coordination. Et cela permet donc de gérer la mobilisation des parties prenantes, de superviser le développement de programmes pour certaines régions. Et ces dernières semaines, d'ailleurs, c'était au mois de juin,
nous avons donc travaillé avec 7 centres collaboratifs pour la décennie. Nous travaillons avec des ONG, notamment une qui est localisée aux États-Unis et qui nous permet de développer un conseil consultatif des jeunes sur les questions liées à l'océan. Nous avons également un centre qui se concentre sur l'articulation océan-climat et qui fournit une plateforme collaborative pour la co-conception. Donc voilà le début d'une liste que l'on espère longue. On aimerait qu'il y ait d'autres organisations qui ont une très forte expertise et un mandat très clair et qui pourraient contribuer à l'avenir. On aimerait que ces organisations deviennent partenaires de l'UNESCO pour la mise en œuvre de la décennie. On peut maintenant s'intéresser au niveau national. La diapo suivante, s'il vous plaît. C'est également quelque chose de très important. La décennie de l'océan, ce n'est pas uniquement une approche descendante, c'est également une approche ascendante. Et donc, nous avons également un engagement très fort au niveau national. Il y a l'établissement des comités nationaux de la décennie qui rassemblent des scientifiques, des représentants politiques, différentes parties prenantes, donc évidemment la société civile. Et ce sont des entités qui nous aident à créer un dialogue au niveau national pour établir les priorités nécessaires à un pays lorsqu'il s'agit de mettre en place des actions d'ordre scientifique, de fournir des activités d'ordre collaboratif entre différentes parties prenantes. Nous espérons qu'il y aura à l'avenir de plus en plus de comités de la décennie, mais les ONG peuvent également jouer un rôle en contribuant à l'établissement de ces comités. Dans certains pays, par exemple, ce sont vraiment les ONG qui ont été le mécanisme déclencheur pour l'établissement de ces comités. Il y a également un travail réalisé au niveau régional. Bien sûr, quand on parle de l'océan, on parle également des bassins océaniques. Évidemment, il y a une coopération très forte entre les nations autour des bassins océaniques. Donc, nous travaillons avec différentes task force qui sont multipartites de nature et qui nous aident à identifier les priorités de la décennie au niveau régional. Évidemment, tout cela est très ouvert, pas uniquement aux scientifiques et au gouvernement, mais également aux ONG. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous mettre en contact si vous pensez pouvoir contribuer. Nous verrons comment nous pouvons vous ajouter à la discussion. Diapo suivante, s'il vous plaît. Là, je voudrais simplement vous montrer d'autres domaines de travail pour la décennie, donc technologie et innovation, par exemple, communication et sensibilisation, puisqu'évidemment, la décennie de l'océan vise également à avoir une communication très forte destinée à différents types de publics. Donc, il faut des ressources, des outils et également des compétences, puisque parfois les scientifiques ne sont pas forcément les mieux placés pour communiquer. Dans ce cas-là, on a besoin de communicants, également de spécialistes des médias donc, qui peuvent vraiment aider à faire passer le message. On travaille sur les questions des données, par exemple, le secteur privé. Le rôle du secteur privé, c'est un rôle vraiment très important lorsqu'il s'agit de mettre en place des partenariats publics-privés et également pour rendre certaines données disponibles pour la science. Et puis, bien sûr, nous avons notre liste d'experts de la décennie, ce qui permet donc de fournir un accès et à mobiliser tous les experts autour de notre processus. Alors, je ne veux pas trop m'attarder. Nous passons maintenant à la diapo suivante. Quelques mots sur la mobilisation des ressources. La décennie, ce n'est pas tant un cadre de financement qu'un cadre de mise en correspondance, de mise en contact. Souvent, il y a des actions donc, qui sont soutenues par un financement, mais qui vont tout de même essayer d'obtenir un financement supplémentaire. Et donc, c'est un environnement facilitant que l'on essaie de mettre en place autour de cette décennie. Donc, on essaie de mettre en contact ces besoins et des personnes qui peuvent répondre à ces besoins. Donc, lorsqu'il y a des appels à financement,
Eh bien, c'est quelque chose que l'on peut faire dans certains pays. On l'a fait dans 2 ou 3 pays. Nous avons mis en place un dialogue entre fondations, j'en dirai un mot, et nous travaillons également avec l'industrie. Diapo suivante. Juste quelques mots concernant le travail mené avec le monde de la philanthropie, du mécénat. Donc, ça a commencé il y a 3 ans, au tout début de la décennie. On s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de fondations qui jouaient un rôle clé lorsqu'il s'agissait de soutenir donc la science innovante. Nous avons créé donc des discussions qui impliquent environ 20 fondations. Nous avons eu donc une réunion avec eux juste avant la conférence des Nations Unies à Lisbonne. Donc, il y a une réunion au Maroc à la Fondation Mohamed VI. Et l'objectif, c'est de mettre en place des mécanismes pour soutenir la co-conception de ces actions. Et nous espérons que dans les mois à venir, nous allons donc pouvoir avoir des structures de financement innovantes pour que toutes les parties prenantes de la décennie puissent formuler des propositions. Enfin, dernière diapo, je souhaite maintenant récapituler la façon dont on voit les choses de notre point de vue, donc le rôle des ONG dans la décennie de l'océan, le rôle des fondations également. Donc évidemment, il y a des exemples qui existent d'ores et déjà dans notre travail. Il y a des ONG qui mènent différentes actions pour la décennie ou qui sont partenaires. Donc, ce sont des entités qui vont proposer ces actions. Il est également possible d'héberger ou de diriger certaines de ces structures de coordination décentralisées. Les ressources sont disponibles pour pouvoir coordonner partiellement la décennie dans votre domaine de travail. C'est quelque chose que vous pourrez explorer, c'est très intéressant. Mais vous pouvez également avoir accès à des réseaux spécifiques, donc des experts individuels qui peuvent également apporter leur aide et vraiment apporter leur contribution à la décennie de l'océan. Un point important, on voit vraiment les ONG comme jouant un rôle de plaidoyer très important au niveau national et infranational. Le renforcement des capacités pour la science océanique est très important également. Et il y a également tout le travail sur la science citoyenne mené par les ONG. Ils nous font donc faire le lien entre ces différentes initiatives et partager les bonnes pratiques entre pays. Évidemment, nous cherchons davantage de soutien pour une mobilisation accrue des petits pays insulaires en développement et des pays les moins avancés. Et nous voulons également travailler avec de jeunes scientifiques, jeunes professionnels. Donc, nous avons déjà un programme dédié à cet aspect des choses. Et c'est un programme que nous aimerions voir dans d'autres pays également. Donc, les bénéfices de cet engagement, vous faites partie d'une initiative collective mondiale, vous avez accès à un dialogue international, régional et national. Et dans le contexte de cette décennie, nous mettons en place un réseau avec différents partenaires qui souhaitent co-concevoir et co-mener des initiatives de transformation. L'objet, c'est également d'avoir accès à de nouvelles opportunités de financement, davantage de visibilité et de reconnaissance. Donc, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez nous rejoindre, si vous souhaitez travailler avec nous, évidemment, nous serions ravis de parler avec vous. Nous sommes une petite équipe ici, mais nous essayons de suivre et d'alimenter toutes ces interactions. Nous pouvons maintenant passer à la dernière diapo. Et nous souhaiterions ajouter encore plus de logos d'ONG, de fondations. Pour avoir l'océan dont nous avons besoin pour l'avenir que nous souhaitons.
Merci, Juliane. Merci au nom de tous les participants pour votre présentation. C'est une présentation qui nous permet de mieux comprendre les objectifs et les défis liés à la décennie. Vous avez parlé de la transformation de la recherche scientifique, l'établissement de solutions, faire le lien entre les individus et l'océan, et vous nous avez donné des façons dont la société civile peut participer. Au bout du compte, quelle que soit notre activité, nos domaines de travail, on peut tous jouer un rôle ou renforcer l'engagement actuel. J'ai déjà vu quelques questions dans le chat. Donc, si l'outil de questions-réponses, je rappelle aux participants qu'il y aura une séance de questions-réponses à la fin du webinaire. Merci encore, Juliane. Nous passons maintenant à la suite de notre webinaire. Nous allons entendre 3 ONG, un partage d'expérience de la part de ces ONG qui travaillent sur différents aspects liés à l'océan. Il y a tout d'abord Ocean Generation, un mouvement qui vise vraiment à parler des menaces qui visent l'océan par le biais de la science et du storytelling. Il y a également Under the Pole, un programme d'exploration sous-marine qui combine la recherche scientifique, l'innovation et la sensibilisation à la connaissance de l'océan. Et puis également l'ICOMOS, bien connu de la communauté de l'UNESCO, un partenaire de longue date de l'UNESCO qui travaille dans la conservation et la protection du patrimoine culturel. Ce n'est pas un hasard, mais nos 3 orateurs et oratrices sont des plongeurs expérimentés. Donc, nous accueillons tout d'abord Madame Jo Ruxton, fondatrice d'Ocean Generation, Emmanuel Perry-Bartou pour Under the Pole et Christopher Underwood pour ECOMOS. Nous entendons tout d'abord Madame Jo Ruxton, fondatrice et visage de Ocean Generation. Elle a d'abord travaillé pendant 12 ans sur la production de films sur la faune et la flore sous-marine avec la BBC et maintenant se concentre sur la conservation marine avec des productions comme A Plastic Ocean, donc un documentaire Netflix. Joe, je crois que vous voulez nous montrer la vidéo. On va la lancer et vous pourrez prendre la parole juste après. Take a deep breath in. Inspirez. Encore une fois, l'une de ces inspirations vient de l'océan. Notre océan est le berceau de la vie. Un océan à la beauté illimitée, à la puissance incroyable. Il nous inspire et nous fascine. Il nous connecte, nous nourrit. Et il respire pour notre planète. Mais notre océan est menacé. Menacé par le progrès humain, menacé par la négligence. Nous l'étouffons avec la pollution, nous le corrompons avec du plastique, nous l'exploitons. L'océan, notre système de soutien naturel, est en train de mourir. Les dégâts sont si considérables qu'il peut être facile de fermer les yeux. Mais cette crise a besoin d'une nouvelle voie, un nouvel espoir à l'horizon. Donc nous appelons au lancement d'un mouvement mondial et inclusif pour travailler ensemble et rétablir l'équilibre. Ensemble, nous réussirons, par la science, nous réussirons à raconter de nouveaux récits. Par le biais de films, nous allons remettre en question les conventions, établir l'intelligence océanique et libérer notre océan des menaces humaines. Nous sommes la première génération à comprendre les problématiques océaniques et nous sommes la dernière génération à pouvoir y mettre un terme. Nous sommes la génération océan. Joe, vous avez la parole. Joe, we cannot see you. It's now time for you to take the floor. Joe, c'est à vous. Oui, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vient de se déconnecter juste au mauvais moment. Est-ce que vous allez montrer, faire passer mes diapos, s'il vous plaît? Partager mes diapositives.
Sabine, vous m'entendez? Alors, j'attends la réponse de nos collègues qui vont partager vos diapositives. Merci beaucoup. Alors, la génération des océans est quelque chose que nous avons, est un organisme caritatif. Au départ, ça s'appelait Océan de plastique. Et nous avons décidé de changer notre nom pour devenir la génération de l'océan, car lorsque nous avons commencé tout ceci, personne n'abordait le problème des plastiques, alors qu'aujourd'hui, tout le monde en parle et beaucoup de personnes sont impliquées dans le problème des plastiques. Et il y avait tellement d'autres choses concernant les océans que nous voulions aborder et je crois que celle qui nous touche tous, c'est le changement climatique. Tous nos matériaux sont fondés sur une base scientifique révisée par nos pairs. Nous travaillons beaucoup avec des jeunes, mais comme je ne suis pas toute jeune moi-même, j'aimerais beaucoup que tout le monde s'implique dans notre travail. Je crois qu'avec tellement de problèmes, et nous savons tous quels sont ces problèmes aujourd'hui, on a tendance à se sentir un peu noyé sous tous les problèmes et on se dit finalement je ne peux rien faire, c'est trop énorme. Mais je crois que ça serait beaucoup plus efficace si beaucoup de personnes faisaient quelques petites choses plutôt que d'avoir un petit groupe de personnes qui essaient de tout faire. Nous avons donc développé notre Académie de l'océan. C'est une académie qui vise 3 différents groupes d'âge. Nous avons un groupe de très jeunes pour les enfants entre 3 et 7 ans. Nous avons une application qui est très ludique. C'est un jeu. Ça s'appelle Earth Cubs et ça engage les tout petits. Ensuite, nous avons le groupe intermédiaire de 5 à 16 ans qui peuvent trouver des informations d'une manière interactive. Et ensuite, nous avons les adolescents de 16 à 25. Et bien sûr, on ne s'arrête pas du tout à 25 ans. Nous avons eu des personnes âgées de 65 ans qui ont participé également dans ces ateliers, dans ces programmes. Donc, la dernière s'appelle Ocean Generation Wave Makers, les faiseurs d'ondes. Et avec ces 3 différentes possibilités de l'académie, nous pouvons encourager tous à faire de leur mieux. Je passe à la prochaine diapo. Nous avons commencé avec notre documentaire un océan de plastique et le mécène était l'UNESCO en fait. Et aujourd'hui, nous essayons de trouver des fonds pour un deuxième documentaire et le deuxième va parler de l'espoir pour les océans. J'espère que tout le monde va tomber amoureux des océans, apprendre des choses qu'ils ne connaissaient pas et vouloir protéger l'océan une fois qu'elles ont compris pourquoi l'océan est tellement important. C'est l'objectif de notre nouveau documentaire. C'est très en ligne avec les ODD de la décennie de la science océanographique. Donc, je passe à la dernière diapo. Je voulais juste vous dire à quel point nous sommes fiers d'être partenaires de l'UNESCO. Donc, merci beaucoup d'avoir choisi notre ONG comme une des organisations qui a pris la parole aujourd'hui et nous attendons avec impatience de voir où ce chemin avec vous va nous mener. Merci beaucoup, Joe. Et merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour le travail que vous faites avec votre organisation depuis bien longtemps maintenant. Nous allons passer maintenant à une autre présentation. Maintenant, le plaisir de donner la parole à Emmanuelle Perrier-Bardou, qui est la co-initiatrice et co-directrice des expéditions Under the Pole.
Elle nous présentera certainement le programme et la contribution à la recherche scientifique sur les océans. Et nous aurons peut-être la possibilité d'entrevoir dans une vidéo le bien connu voilier Y. Donc, Emmanuel, si vous en êtes d'accord, nous allons lancer la vidéo et vous pourrez prendre la parole immédiatement après. Manuel, c'est à vous. Merci. Bonjour. Under the Pole est né en 2008 d'une idée de mon mari Guylain Bardou et moi-même d'un constat. Seuls 5% de la surface maritime est connue et elle se situe essentiellement entre 0 et 30 mètres de profondeur. La zone mésophotique se situe, elle, entre 30 et 200 mètres de profondeur et elle reste principalement inexplorée. L'exploration scientifique a trouvé un nouvel essor grâce à des innovations telles que le recycleur de plongée, ouvrant la voie à une meilleure connaissance de l'océan et dont l'action fine et rapide par des plongeurs spécialisés constitue une alternative efficace au chalutage scientifique. Entre 2019 et 2021, le programme DeepHope a associé les compétences techniques de navigation et de plongée profonde d'Under the Pole à la science du CRIOB et du CNRS pour l'étude des écosystèmes coralliens profonds de Polynésie française. Ce nouveau modèle de collaboration a transformé notre vision, démontrant que cette zone mésophotique abritait des havres de biodiversité qui échappent au blanchissement corallien, s'élevant comme refuge face au réchauffement climatique. La diversité corallienne est même plus importante dans ces zones en Polynésie, dans ces zones mésophotiques qu'en surface. Nos modèles de conservation révèlent un cloisonnement des connaissances qui ne prend pas en compte les profondeurs inférieures à moins 30, moins 40 mètres. Et les résultats de DeepHope alertent pourtant sur la nécessité d'étudier ces écosystèmes dans leur continuité de la surface jusqu'aux profondeurs pour assurer la préservation de la biodiversité marine. Cette approche, elle a inspiré un nouveau programme scientifique nommé Deep Life, dirigé en collaboration avec le CNRS et mené avec un consortium scientifique international dont les données seront en libre accès. Reconnu comme projet de la décennie des Nations Unies au service des sciences océaniques et du développement durable, Deep Life va s'étirer entre 2021 et 2030 des pôles aux tropiques en passant par des zones plus tempérées. On va étudier les forêts animales marines, autrement dit des animaux capables de créer des écosystèmes similaires aux forêts terrestres, considérés déjà comme des habitats vulnérables par l'UICN.
ils restent largement méconnus dans leur répartition et leur écologie, surtout dans la zone mésophotique. On vient de terminer la première phase de notre expédition au Svalbard. Il est un peu tôt pour en parler, mais on a trouvé une très belle forêt animale dont nous dévoilerons les tenants et les aboutissants quand les scientifiques auront terminé leur travail. Chaque phase de notre collaboration fait l'objet de communication, de supports de sensibilisation qu'on diffuse auprès des écoles, du grand public, des décideurs. Ce travail de plaidoyer, on le mène avec nos partenaires, le rectorat de Rennes, la plateforme Océan Climat, l'UICN, au niveau régional, national, international. Dans les instances gouvernementales comme sur le terrain, ensemble et avec la décennie, nous œuvrons pour que l'ODD 14 sur les océans soit reconnu au même niveau que les autres ODD auxquels nous contribuons. Les changements affectent la vie marine. La dégradation de la biodiversité sous-marine représente un danger majeur pour l'équilibre de la planète. Cet été, la Méditerranée a enregistré des températures avoisinant les 26-28 degrés sur de longues périodes, jusqu'à 20 mètres, voire 30 mètres de fond. Les plongeurs en mer Méditerranée ont pu constater une mortalité inquiétante par son ampleur et son intensité des gorgones. Ces animaux forment des forêts animales qui abritent 15 à 20% des espèces connues en Méditerranée. Nos forêts brûlent et on regarde encore ailleurs. Les prochaines étapes de notre expédition nous mèneront aux Canaries, puis dans les Caraïbes. Des forêts sous-marines nous y attendent, quelque part dans cette zone profonde, mésophotique, entre 30 et 200 mètres. Elles nous attendent tous, car leur préservation dépend des décisions que nous prendrons dans le futur. Under the Pole essaye d'agir afin que ces décisions soient éclairées par la connaissance. Parce que préserver la biodiversité, c'est aussi nous préserver nous-mêmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation. On y reviendra tout à l'heure, certainement. Last but not least, I welcome Chris Underwood. Mais pour terminer, je voudrais maintenant saluer Chris Underwood qui nous provient de ICOMOS. Alors, Chris Underwood est le président du comité international d'ICOMOS sous le patrimoine culturel subaquatique et il va nous parler du travail qui est effectué par ICOMOS et la connexion, le lien avec les océans. Chris, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Je voudrais également remercier l'UNESCO pour leur invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous, pour partager avec vous le travail que nous faisons au sein de l'ICOMOS et nos partenaires. Nous travaillons avec le réseau du patrimoine du monde et également tous ceux qui travaillent dans le cadre de la Convention UNESCO de 2001. Nous avons vu de très belles vidéos, de très belles photos de choses que nous avons vues lors de notre première réunion à Copenhague en 2019. Et ma réflexion personnelle, c'était d'être assez horrifiée. L'océan n'est pas trop grand pour faire faillite, mais on a tendance à l'ignorer. Il existe des solutions. Et je crois que à ce moment, plusieurs d'entre nous ont été inspirés à faire quelque chose. Le patrimoine culturel n'est pas uniquement, là il ne s'agit pas uniquement aux solutions du culturel, du patrimoine à la surface de l'océan, mais aujourd'hui il faut que nous utilisions nos connaissances et que nous appliquions ce que nous savons à cette communauté scientifique maritime. Et par exemple, il faut des sciences pour les citoyens, il faut un accès aux données ouvert à tous. Aujourd'hui, notre Ocean Decade Heritage Network et nous avons
Nous travaillons dans le cadre des ODD et surtout pour le résultat sociétal 7, inspirer et engager l'océan. C'est de construire une meilleure compréhension des valeurs économiques, sociales et culturelles de l'océan de la part de la société qui va mieux comprendre la multiplicité des rôles joués et qui sont tellement importants pour notre santé, notre bien-être et le développement durable à l'avenir. Alors, en fait, comment est-ce que nous pouvons engager avec les parties prenantes et avec la communauté? Et dans cette diapo, ceci a trait au numéro 7, le résultat numéro 7. Il faut essayer d'inspirer tous ceux qui peuvent faire une séance d'observation et qui peuvent lancer des actions. Alors, nous savons par exemple que des plongeurs qui le font en tant que loisir plongent partout dans le monde tous les jours. Comment est-ce que nous pouvons utiliser leurs expériences à nos fins? Je crois que nous allons pouvoir, pendant cette décennie, inclure ces plongeurs amateurs à travailler avec nous. Je vous ai déjà parlé de la nécessité, du besoin d'avoir une science qui est ouverte, un partage de données. Aujourd'hui, il y a des scientifiques qui développent une boîte d'outils qui devrait faire en sorte que les océans soient compréhensibles d'une manière simple pour tous. Et nous avons aujourd'hui des parties prenantes qui sont très importantes, c'est-à-dire nous avons le public. Quelques exemples maintenant pour vous montrer comment la communauté de plongeurs amateurs peut être impliquée. Nous avons ici des choses qui se font en parallèle avec d'autres programmes à travers le monde, peut-être des programmes qui concernent le ramassage des détritus, de partager des données là-dessus. Les projets peuvent être locaux ou régionaux. Nous savons qu'il existe déjà beaucoup de projets pour ramasser les ordures. Et avec ma prochaine diapo, vous pouvez voir que nous avons beaucoup d'écosystèmes subaquatiques et la combinaison des plongeurs amateurs et que le travail que nous faisons va faire en sorte que nous allons pouvoir mieux suivre les données critiques pour ce qui est du changement dans la formation des profondeurs océanographiques. Nous avons beaucoup de données. On pourrait peut-être utiliser les programmes qui collectent des données depuis des années. Là, vous avez un exemple. Vous voyez que dès que ce site a été modifié, les eaux sont devenues de moins en moins profondes et on pourrait utiliser ces données pour faire en sorte que cette partie-là, ce site, soit vu en tant que bien public. Et bien sûr, l'archéologie subaquatique ne fait qu'une partie de cette connaissance. Et le résultat, après notre première réunion à Copenhague, nous avons formé notre réseau de patrimoine culturel et nous avons aujourd'hui notre propre programme. Et nous avons également un réseau de possibilités qui va nous permettre de partager et de contribuer à votre décennie de l'océan. Nous avons réussi à recevoir une subvention importante d'une fondation basée à Londres qui va nous permettre de créer un secrétariat pour notre fondation et pour la décennie de l'océan pour les quelques années à venir. Et j'espère que nous allons pouvoir bien contribuer dans cette décennie. Je pense qu'il y aura une annonce faite par notre président et c'est vraiment un pas en avant pour concrétiser le progrès que nous avons fait depuis 2 ans, maintenant que nous avons les fonds de pouvoir travailler 24 heures sur 24.
et toute l'année. Nous sommes très inspirés et j'espère que ceux qui nous écoutent vont s'inspirer de nous pour faire tout ce qui est petit, moyen, grand, pour modifier ces menaces qui pèsent sur nos océans magnifiques et que des personnes telles que moi constatons quotidiennement. Merci beaucoup et je pense que c'était ma dernière diapo. Merci Chris pour cette présentation. Et nous concluons ainsi la fin de cette séance. Je renouvelle nos remerciements aux trois orateurs et oratrices. Leurs présentations ont bien illustré les différentes modalités très diverses avec lesquelles il est possible de s'engager. D'action de plaidoyer à l'exploration scientifique, en passant par un lien avec le patrimoine. Et ça nous a fait aussi réfléchir sur le lien entre l'océan et nous, et peut-être également nous a donné des idées, à nos ONG partenaires pour développer d'autres activités et pour contribuer davantage. Ce qui me mène à la séance des questions-réponses. Nous n'avons pas, et pour celle-ci, I ask all speakers to join me on the panel by turning. Pour cette séance, je demande à tous les orateurs et oratrices de nous rejoindre en allumant leur caméra. La majorité des questions que nous avons, et je crois que c'est un peu à l'image de la nécessité et du besoin d'avoir des informations de nos ONG partenaires, sont pour la majorité à ce stade adressées à notre collègue de la commission océanographique. Beaucoup demandent comment on peut s'engager, comment nos ONG partenaires et non peuvent s'engager. Je viens de voir une première question qui demande What is the process for an NGO to support the work and become... Quel est le processus pour qu'une ONG puisse soutenir ses travaux et devenir une partie prenante à part entière? S'engager au niveau national. Peut-être ça c'est le point, un commun dénominateur des questions que nous retrouvons dans le Q&A. I'm not sure, Julian, if you want to answer directly. Julian, je ne sais pas si vous voulez répondre directement ou est-ce que je peux peut-être partager avec vous d'autres questions. Il y a des questions plus spécifiques. Par exemple, certains veulent avoir plus d'informations sur la coopération entre la COI et la GIEC dans la mesure où les deux structures sont complémentaires. Maybe I will continue je vais peut-être continuer à citer quelques questions. De nombreuses personnes souhaitent savoir qui elles peuvent contacter. L'un des partenaires aimerait bien que l'on fasse un commentaire sur le rôle du réseau des villes océaniques. Comment faire pour que les villes puissent se rejoindre le réseau? Alors, Juliane, peut-être est-ce que vous pouvez commencer par répondre à une question et ensuite on y reviendra? Oui, bien sûr, tout à fait, Sabina. Eh bien, la question est très concrète. Comment rentrer dans ce processus? Donc, pour nous, la réponse, c'est le forum global de la décennie, donc pour toutes les parties prenantes. Vous allez retrouver toutes les parties prenantes. Vous pouvez y avoir accès par le site oceandecade.org. Ça vous prendra 3 minutes pour vous enregistrer. Ensuite, vous allez pouvoir voir tout le paysage, toute la diversité des discussions qui sont en train de se dérouler. Ce dont je n'ai pas parlé dans ma présentation, c'est que ces actions qui sont soutenues ou validées, ce ne sont pas uniquement des actions qui se déroulent de façon isolée. L'idée de la décennie, c'est de créer des synergies entre ces actions et de créer une communauté de pratiques entre parties prenantes et personnes qui soutiennent ces actions. Donc, éduquer, sensibiliser aux aspects océaniques, aux aspects de changement climatique, à la résilience de l'océan. Donc, en rentrant dans ce forum de parties prenantes, vous allez pouvoir voir par vous-même quels sont les domaines d'intérêt potentiel qui seraient en accord avec les objectifs de votre organisation et identifier
les contacts qui pourraient travailler avec vous. Par exemple, si vous voulez mettre en place une initiative pour la décennie, vous allez pouvoir trouver des partenaires, vous pourriez également trouver des experts et bien sûr, vous pouvez trouver toutes les informations sur la décennie. Nous allons publier une newsletter et on vous informera par ce biais de l'appel aux actions. Donc, c'est vraiment le point d'entrée pour pouvoir commencer à réseauter avec d'autres parties prenantes. Il y avait également une question liée au GIEC. Oui, bien sûr, la COI coopère avec l'IPCC, donc effectivement, le GIEC. Donc, nous traitons évidemment de l'articulation entre l'océan et le climat. Cela permet de générer de nouvelles informations, des connaissances qui permettent d'alimenter ces processus d'évaluation climatique pour le GIEC. Donc, la COI est observateur officiel pour le GIEC et nous contribuons au processus d'évaluation annuelle du GIEC. Il y a 2 ou 3 ans, il y avait un rapport très important qui a été produit par le GIEC sur l'état des océans, la cryosphère, et bien sûr, nous y avons contribué également. Et je crois qu'il y avait... Pardon, est-ce que je dois poursuivre? Juliane, je me permets de vous interrompre simplement parce qu'on vient de m'informer que le président du comité de liaison doit nous quitter. Donc, si vous me permettez, je lui donnerai la parole pour quelques mots et ensuite nous reviendrons à notre discussion. Davidé? Je ne vais pas enlever du temps à l'échange qui s'annonce vraiment très riche. Malheureusement, j'ai un train à prendre. Je vais dire juste que j'ai pris tellement de notes pendant moins d'1 heure et je suis vraiment impressionné de voir directement les actions des ONG et aussi la liste des opportunités et des besoins qui ont été soulignés par nos collègues de la commission océanographique. Et je pense qu'il y a, si je peux résumer vraiment dans les présentations, il y a un message qu'on a tendance à oublier, mais en tant que président du comité liaison et de la conférence internationale des ONG, je n'arrête pas de répéter, c'est un concept très clair, le concept qu'ensemble, on est toujours plus fort. Et j'espère vraiment, et j'en suis sûr, avoir déjà la liste des questions, que ça, c'est vraiment un premier pas pour un engagement plus important et plus efficace des ONG dans tous leurs domaines. Comme on a dit, il ne faut pas être des ONG scientifiques pour donner une contribution. Et je rappelle surtout aux ONG en partenariat officiel que le comité liaison est à disposition et il est là, il est à voir comme un espace pour accéder et pour avoir plus d'informations et construire ensemble des opportunités. Donc, merci beaucoup et je vous laisse continuer sans transition. Comme ça, vous allez bien profiter du temps qui reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Et Julian, you maybe wish to continue, or we have a specific... Juliane, vous pouvez continuer. Nous avons une question plus précise qui concerne les activités de coordination pour l'océan Indien. Donc, Juliane, je vous en prie. Oui, effectivement, il y avait une question qui concernait l'existence d'une task force dans l'océan Indien. Donc, la réponse est non à l'heure actuelle. Il n'y a pas de task force dans l'océan Indien, donc de task force régionale, mais très bientôt, dans ces prochaines semaines, nous allons annoncer l'établissement d'un centre collaboratif de la décennie basé en Inde, donc pour améliorer la coopération régionale. Nous espérons donc que l'une des premières missions de ce centre régional, ce sera de mettre en place cette task force qui sera ouverte à toutes les nations, et pas uniquement les représentants gouvernementaux, mais également des représentants de la société civile. C'est quelque chose que nous annoncerons en temps voulu sur le site de la décennie. C'est également, n'oubliez pas, ce site web, une mine d'informations si vous voulez en savoir plus sur les initiatives de la décennie.
il y avait une question, comment trouver les initiatives, les différentes actions. Tout cela est disponible sur le site web. Pour votre information, nous, le 15 avril et le 15 octobre, tous les 6 mois, nous menons différentes formations. Merci, Juliane. Je ne vois pas d'autres questions spécifiques. On a déjà répondu à certaines des questions et je pense que d'autres questions ont dû trouver leur réponse dans les propos de Juliane. Je ne sais pas si nos orateurs, nos oratrices souhaitent ajouter quelque chose. Chris, Joe, Emmanuel. Donc, ce que je vois, et si je puis me permettre de dire quelque chose, c'est que nos partenaires, nos ONG partenaires, ont beaucoup de branches nationales. Beaucoup d'entre elles sont internationales. Et ce sont des ONG qui ont des capacités spécifiques pour agir localement. Donc, elles ont un rôle à jouer à cet égard. Parallèlement à cela, l'objectif, c'est d'agir collectivement. Juliane, vous l'avez dit dans votre présentation, vous avez parlé du groupe de travail de la décennie. Et peut-être ce groupe de travail pourrait-il devenir quelque chose qui va au-delà des organisations spécialisées dans l'océan et dans la science marine. Peut-être que cela permettrait de se mettre en lien avec d'autres ONG qui ont des capacités en matière de sensibilisation, de plaidoyer. En sciences sociales également, Chris en a parlé des sciences sociales. Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole avant la clôture de ce webinaire? Chris, allez-y. Sabina, merci beaucoup. Une réflexion simplement, une observation sur la base de ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Ça a vraiment été difficile pour des décennies, mais des progrès incroyables ont été réalisés. L'ICOMOS et les partenaires avec lesquels nous travaillons sont très liés à la Convention de 2001. Et parfois, il y a également des communications sur des organisations. Parfois, il y a des communications qui ne nous parviennent pas. En fait, il faudrait essayer d'améliorer la communication entre nous, et c'est quelque chose de bilatéral entre l'UNESCO et ses partenaires, et entre les partenaires et l'UNESCO. Ça va dans les 2 sens. Donc, il faut améliorer cette communication. Merci, Sabine. Je pense que merci, Chris. Arrêter notre débat, nous aurons l'occasion de le continuer. Et avant de conclure, je souhaite donner la parole brièvement au directeur pour les partenariats pour tout commentaire qu'il peut souhaiter vouloir faire. Julien, la parole est à toi. Merci Sabina. J'ai vu que Joe avait sa main levée. Je ne sais pas si on n'a plus le temps. Maybe you didn't see it, Sabina. Maybe Joe, you want to just come in quickly. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, Sabina. Joe, vous voulez intervenir très rapidement? Je pense que Sabina n'a simplement pas vu que vous avez levé la main. Oui, désolée. Une simple observation. J'ai commencé à travailler dans la conservation de l'océan en 1980. Et l'océan, ça arrivait toujours en tout dernier, même à la BBC, on était les tout premiers à faire une vraie série sur l'océan. Donc, je voulais simplement dire que voir que maintenant, on a la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques, c'est agréable de voir les progrès réalisés. Donc, il y a énormément d'obstacles à surmonter, mais il faut voir la différence entre 1990 et 2022. Énormément de progrès et tout cela va s'accélérer. J'ai hâte de voir. Merci. Merci, oui, je suis tout à fait d'accord. Et ce que je voulais dire pour mes propos conclusifs, c'est que, bon, évidemment, je ne vais pas essayer de résumer les débats extrêmement riches qui se sont tenus lors de ce webinaire, mais ce que je trouve tout à fait remarquable en ce qui concerne ce travail, c'est la façon dont il rassemble des travaux scientifiques très complexes avec une mobilisation
du grand public et un appel à l'action. Chacun est censé jouer son rôle, faire sa part. On a parlé de ce qu'on fait dans vos différentes organisations, de ce qu'on fait nous à l'UNESCO et la façon dont on peut créer des liens entre les différentes communautés, dont on peut essayer de travailler ensemble pour résoudre les problèmes et pour améliorer nos vies et la vie de la planète. Je crois que tout cela a été extrêmement inspirant. J'ai beaucoup appris et à vrai dire, moi, je ne connaissais pas grand-chose à l'océan et j'en apprends beaucoup ici à l'UNESCO. Je vois bien à quel point cet agenda est essentiel et je vois la quantité de travail qui peut être réalisé et également à un niveau individuel. Donc, c'est vraiment passionnant. De notre côté, et bien sûr, nous souhaitons poursuivre ces travaux avec la décennie, donc avec nos collègues de la COI, avec vous toutes et tous. Et plus généralement, nous espérons que ce webinaire était utile et intéressant. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur le format, sur le sujet, sur les sujets dont vous aimeriez qu'on discute à l'avenir. Et nous espérons organiser de nombreux autres webinaires pour permettre l'interaction et les échanges. Merci à vous toutes et tous et à très bientôt pour de nouvelles discussions. Merci beaucoup. Avec ces paroles, je pense qu'on peut clôturer le webinaire. Tout simplement, pour ceux qui souhaitent rentrer en contact avec l'UNESCO, avec nous, avec la commission océanographique ou même avec le comité de liaison, nos contacts seront, voilà, ils vont être partagés avec tout le monde. Donc, vous avez la possibilité de nous contacter et nous espérons que vous pourrez prendre action suite à ce webinaire. Merci à tout le monde et je vous souhaite un bon retour à vos occupations respectives et à très bientôt. Bye.